après avoir étudié ou bien défini l'entrepreneuriat et après avoir défini les différentes formes d'entrepreneuriat, aujourd'hui nous allons approfondir le rôle que joue l'entrepreneuriat dans une économie donnée. Rappelons que la revue de la littérature a montré que les auteurs s'accordent tous à considérer l'entrepreneuriat comme étant le moteur de l'activité économique. Ce rôle a été expliqué par Schumpeter en utilisant l'expression de la destruction créatrice, c'est-à-dire que l'entrepreneur, il détruit un équilibre par son innovation pour créer un nouvel équilibre à son profit. Donc, cet entrepreneur innove, crée des entreprises et par là même, il crée des emplois et participe au renouvellement et à la restructuration du tissu économique. Ce faisant, l'entrepreneur va résoudre des problèmes économiques, mais également des problèmes sociaux. L'entrepreneuriat s'est intéressé également au côté social, au volet social, et une forme d'entrepreneuriat purement social a été créée. Son objectif étant de résoudre des problèmes sociaux. Cette forme d'entrepreneuriat a subi des évolutions jusqu'à prendre un statut d'une entreprise classique. C'est ce que nous verrons dans le cadre de ce paragraphe. Commençons par le rôle économique de l'entrepreneuriat, mais avant d'évoquer ce rôle, encore faut-il commencer par définir le développement économique. Pour ce faire, nous allons analyser la définition du développement économique qui a été proposée par Hugo en 2004. En fait, l'auteur considère le développement économique comme étant un processus endogène et cumulatif de long terme. Donc, nous allons essayer d'expliquer ces mots un par un. Commençons par le premier mot, ce qui est le mot du processus. Le processus, c'est une suite logique d'étapes, faisant que l'étape suivante ne peut commencer qu'après avoir achevé l'étape précédente. Donc déjà, en pensant à ça, on sait très bien que le processus devrait certainement prendre du temps. Il ne se réalise pas du jour au lendemain, mais il doit prendre le temps que chaque étape se termine et permette à l'étape suivante de commencer, qui s'achève et permet à l'étape suivante de commencer, ainsi de suite, jusqu'à terminer tout le processus. Donc on s'attend déjà que le processus prenne du temps et c'est pas surprenant que déjà l'auteur il a dit que c'est un processus de long terme. Il a dit que c'est un processus endogène. Endogène, le contraire d'endogène, c'est exogène. Endogène, c'est-à-dire à l'intérieur d'une chose. Exogène, c'est à l'extérieur de cette chose. Donc là, certainement, c'est un processus endogène, c'est-à-dire à l'intérieur d'une économie. Que veut dire l'auteur en évoquant le mot endogène en parlant de l'économie? Endogène, c'est-à-dire que ce processus ne peut se réaliser que par les acteurs appartenant à une économie. Donc, pour développer une économie donnée, il faut que les personnes appartenant à cette économie participent à ce développement. On ne peut pas compter sur des personnes qui viennent de l'étranger parce que un investisseur, si on prend le cas de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprises, un investisseur étranger, s'il vient s'implanter sur un marché donné, c'est qu'il cherche des avantages. Et le moment où il va trouver une offre meilleure ou bien que les avantages qu'il recherchait n'existe plus ou bien qu'il n'y a pas une stabilité économique ou bien sociale dans cette économie, bien sûr, cet investisseur, il va automatiquement quitter ce pays pour chercher d'autres avantages ailleurs. Alors que les investisseurs nationaux ne peuvent pas quitter leur pays parce que leur pays, pour eux, ne se réduit pas au profit, mais plutôt il y a des relations, il y a une enfance, il y a une famille, il y a un investissement affectif, investissement social, en plus de l'investissement économique. Donc là, ce processus devrait être réalisé, lancé, assuré par des acteurs économiques appartenant à l'économie considérée. C'est un processus endogène et cumulatif. Qu'est-ce que ça veut dire cumulatif? C'est-à-dire que chaque année, on aura un résultat. L'année suivante, on aura le résultat de l'année précédente ajouté à ce résultat, ce qu'on a réalisé l'année d'après, etc. Donc là, ça renvoie encore une fois à la longueur de ce processus. Donc c'est un processus dont les fruits ne peuvent pas être cueillis à court terme, mais plutôt à long terme, et que d'une année à l'autre, nous allons réaliser un résultat meilleur du moment où ça va être le résultat de l'année précédente
ajouter à cela ce qu'on a réalisé l'année suivante, et etc. Là, on peut prendre par exemple l'exemple de la boule de neige que l'on lance par exemple du sommet d'une montagne. Elle est de petite taille, mais quand elle arrive à la base de la montagne, elle aura multiplié sa taille par 10 ou bien 20 ou bien même par 100, ça dépend de l'altitude. Donc là, c'est l'effet de l'accumulation, parce que au fur et à mesure qu'elle avance, elle est en train d'accumuler de la neige et d'agrandir sa taille. Donc, ce processus endogène et cumulatif de long terme, il est caractérisé par des progrès de productivité. Donc là, il faut qu'il y ait un travail et que ce travail génère des richesses. Il faut que les acteurs économiques travaillent et que l'aboutissement de leur effort, c'est le fait de générer des richesses. Mais ce n'est pas suffisant pour avoir un développement économique d'avoir des richesses, parce qu'il y a pas mal d'économies là où il y a des richesses, il y a la création de richesses, mais il n'y a pas de développement économique. Donc qu'est-ce qui manque? Il manque un partage équitable de ceux-ci, c'est-à-dire de ces progrès de productivité. Qu'est-ce que ça veut dire un partage équitable? Est-ce un partage égal? Non, c'est pas vrai, ce n'est pas un partage égal, mais c'est un partage en fonction de l'effort fourni. Chacun aura sa part en fonction de son mérite. Bien sûr, si l'on partage également ses bénéfices, ce sera démobilisant et personne n'aura déployé plus d'efforts. Donc, mais si on le partage en fonction du mérite, tout le monde saura que plus l'on travaille, plus on aura une part importante et ce sera mobilisant et tout le monde veillera à travailler plus pour avoir bien sûr un meilleur revenu. Ce partage équitable et ce progrès de productivité et ce partage équitable de ce progrès de productivité, qu'est-ce qu'ils vont permettre? Ils vont permettre avec des coûts humains et environnementaux acceptables. Bien sûr, ça ne doit se faire ni au détriment des êtres humains, ni au détriment de l'environnement. C'est-à-dire, nous n'allons pas sous-estimer, sous-évaluer les ressources humaines. Il faut donner à ces personnes leurs droits, il faut leur donner le revenu correspondant à l'effort qu'ils ont fourni, et ça ne doit pas non plus se faire au détriment de l'environnement, qui est l'endroit qui nous abrite tous. Et si cet environnement se dégrade, ça va se répercuter sur tout le monde. On ne peut pas être à l'abri. Donc, des progrès de productivité, un partage équitable de ces progrès de productivité qui se réalisent en respectant les droits de l'homme et le droit de l'environnement, ça va permettre à un nombre croissant de personnes de passer d'une situation de précarité, de vulnérabilité et d'insécurité. Et là, je m'arrête, un mot m'arrête, c'est le mot de nombre croissant. Et ce mot de nombre croissant me rappelle le premier mot, ou bien l'expression de nombre croissant, elle me rappelle le mot cumulatif. Donc, on n'espère pas résoudre le problème dans une année, mais ça va se résoudre au fil des années, parce que d'une année à une autre, le nombre des personnes qui ont été sauvées, il va être plus important que le nombre des personnes qui ont été sauvées l'année d'avant. Donc là, s'il y aura un progrès de productivité ou bien des progrès de productivité et un partage équitable de ces progrès de productivité dans l'économie, nous allons arriver à sauver un nombre croissant d'une année à une autre de personnes qui vivaient dans des situations de précarité, de vulnérabilité, d'insécurité, et qui vont vivre dans des situations de plus grande maîtrise d'incertitude, des instabilités et de satisfaction des besoins fondamentaux. Comment est-ce qu'on peut assurer le partage équitable de ces progrès de productivité? C'est par l'acquisition de droits et par la mise en œuvre d'organisations et d'institutions et de modes de régulation permettant de piloter des systèmes complexes. Donc, si on récapitule, on dit que le développement économique, c'est un processus qui dure dans le temps. C'est un processus qui devrait être réalisé par des agents économiques appartenant à cette économie pour assurer la stabilité de ce processus et sa continuité. C'est un processus cumulatif, c'est-à-dire que d'une année à une autre, nous allons réaliser un résultat plus important et qui est caractérisé par des progrès de productivité et un partage équitable de ce progrès de productivité. Donc là, en lisant ces définitions, on peut déduire facilement que le principal acteur du développement économique, c'est l'État. Parce que l'État, c'est le seul qui peut
collecter les richesses et c'est le seul qui est capable de redistribuer ces richesses. Les richesses vont être collectées sous forme d'impôts, sous forme de taxes qui sont payées par des entreprises ainsi que par des individus. Ces impôts et ces taxes vont être redistribués dans l'économie sous forme de quoi? Sous forme de services, sous forme de projets, sous forme d'encouragement à la création d'entreprises. Donc là, on sent le rôle important joué par l'État en étant, comme j'ai dit tout à l'heure, le seul acteur habilité à faire le ramassage, la collecte de ces gains de productivité et à redistribuer ces gains de productivité, mais on sent également l'importance de l'entreprise. L'entreprise qui est d'une part le lieu de produire, de production des richesses, qui est la source de ces richesses et qui est également l'endroit où l'État collecte ces richesses parce qu'il ne va pas les collecter auprès des individus, il ne peut pas avoir ces individus que dans le cadre de l'entreprise et c'est un moyen privilégié par l'État de redistribuer ces richesses, c'est-à-dire si l'on veut créer de l'emploi, il faut encourager à la création d'entreprises, il faut donner des avantages, il faut donner des encouragements, des accompagnements, etc. Donc là, on comprend le rôle que joue l'entrepreneuriat dans le développement économique. Le fait de considérer l'entrepreneuriat dans la définition du développement économique, ça va permettre de passer d'une vision qui est centrée sur le rôle des institutions macroéconomiques dans le développement économique, essentiellement l'État avec ses organisations, à une vision mettant l'accent sur les dynamiques individuelles tout en n'excluant pas l'influence des conditions environnementales favorables. Rappelons que là, on a dit que l'État investisseur n'existe pas, donc ce sont les particuliers qui vont investir. L'investissement, il va permettre de résoudre des problèmes économiques et des problèmes sociaux. Donc là, si l'on veut réaliser le développement économique, si l'on veut réussir le développement économique, nous devons souligner l'importance du rôle joué par l'État en étant bien sûr la seule partie capable justement de donner des conditions favorables, environnementales favorables à l'investissement et bien sûr à l'individu qui est le preneur de risque, qui est le preneur d'initiative et qui va créer des entreprises en vue de résoudre des problèmes, en vue de satisfaire des besoins sur le marché, en vue de créer de l'emploi et par là même il va résoudre des problèmes sociaux qui sont des problèmes de chômage, mais également il va permettre à l'État d'avoir des sources. Ces sources vont être utilisées dans l'année prochaine pour permettre la création de nouvelles entreprises et ainsi de suite. Et d'une année à l'autre, on aura un nombre d'entreprises qui ne cesse d'accroître et qui va permettre bien sûr de créer de l'emploi pour des personnes qui étaient en chômage et ces personnes auront leur destinée entre leurs mains en ayant bien sûr un revenu permanent. L'intégration du rôle de l'entrepreneur et de l'entrepreneuriat dans le développement économique reflète la dimension endogène du développement économique. En effet, l'acte entrepreneurial qui prend généralement la forme de création d'entreprise, il va permettre de générer un nombre considérable d'emplois, ce qui va permettre de résoudre le problème de chômage. Il va permettre de contribuer à la vitalité de l'industrie en ravivant la concurrence. Bien sûr, une entreprise qui entre sur le marché, elle aura deux effets. Le premier effet, c'est un effet de stimulation. Elle va stimuler elle aura une influence, une stimulation sur son environnement, elle va attirer rien que par son existence les fournisseurs qui veulent faire de cette entreprise leur cliente, les entreprises existantes qui auront peur de cette entreprise et qui vont améliorer leurs produits pour ne pas voir leur part de marché prise par cette entreprise, les clients qui cherchent à être mieux servis par cette entreprise ou bien à un prix inférieur, les chercheurs d'emploi ou bien les personnes qui travaillent, qui cherchent une meilleure carrière, etc. Donc cette influence, cette entreprise par son existence, elle va stimuler les entreprises déjà établies
Elle va compléter leur effort parce que si je vais créer un nouveau produit que d'autres entreprises ont déjà créé, je ne vais pas commencer à partir du zéro, mais je vais voir où est-ce que ces entreprises sont arrivées et je vais apporter des améliorations. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais compléter les efforts des entreprises qui sont déjà établies ou bien qui sont déjà créées. Ces entreprises ne vont pas rester sans rien faire en attendant ou bien en me voyant leur arracher des parts de marché. Elles vont faire des efforts en vue d'améliorer leurs produits et de, bien sûr, récupérer la clientèle qui leur ont été prises. Donc là, ça va créer une certaine vitalité dans l'industrie, ça va stimuler la concurrence et tout cela ne peut être qu'en faveur de l'économie, qu'en faveur du consommateur. Et la création d'entreprises ou bien l'entrepreneuriat représente d'importantes sources d'innovation. Parce que si l'on veut attirer les clients, c'est qu'on doit apporter quelque chose de nouveau pour ces clients pour qu'ils renoncent à la, bien sûr, consommation des produits qu'ils ont habitués à consommer et qu'ils consomment notre nouveau produit. Donc là, ça va permettre d'avoir une source inépuisable d'innovation. Et une des formes pour faire l'innovation, c'est d'harmoniser le développement technologique aux besoins de marché. Je vous donne un exemple. Par exemple, le laser. La première utilisation du laser, c'était dans le domaine militaire avec les armes à laser. Mais après avoir vulgarisé et donné cette technologie pour être utilisée dans le domaine civil, on a constaté que l'on peut utiliser cette technologie dans la médecine et aujourd'hui on est en train de faire des opérations avec du laser qui n'était pas bien sûr l'objectif de créer cette technologie. Donc là, une forme d'innover, une forme simple d'innover et une source inépuisable d'idées innovantes, c'est d'utiliser autrement les moyens qui sont à notre disposition. Et ce qui est vrai au niveau national reste toujours vrai au niveau régional. En effet, si l'État veut promouvoir une zone bien déterminée, il faut encourager à la création d'entreprises dans ces zones. Pourquoi? Parce que quand je crée, moi, une entreprise dans une région, ça va créer, ou bien ça va permettre d'apporter une diversification de l'industrie de base par l'établissement de pôles de croissance et l'émergence de pouvoirs d'attraction et d'effets d'imitation. Je m'explique. Par exemple, supposons que je vais dans une région et je crée une entreprise. En créant cette entreprise, bien sûr, qui va travailler? J'ai besoin de personnes qui vont travailler dans cette entreprise, qui sont logiquement les habitants de cette région qui étaient auparavant en chômage, par exemple. On aura des hommes et on aura également des femmes. Ces personnes qui n'étaient pas en train de travailler, qui vont travailler maintenant, ils ont besoin d'abord de moyens de transport pour se déplacer de chez eux jusqu'à leur entreprise. Donc là, ça va développer d'autres moyens de transport, étant donné que certainement les moyens existants ne sont pas suffisants. Ces personnes ont besoin de manger. Donc là, ça va développer des restaurants. Ces personnes, s'il s'agit de femmes, ces femmes, elles ont besoin de trouver où mettre leurs enfants. Soit dans des crèches, ou bien des jardins d'enfants, ou bien dans des garderies scolaires, et ça va créer des projets de cette façon. Ces personnes qui travaillent ont de l'argent et elles veulent dépenser leur argent. Elles cherchent à sortir, par exemple, le week-end, faire du shopping, sortir avoir le dîner ailleurs avec leur famille, etc. Donc là, on va voir des restaurants se créer, des boutiques s'ouvrir, etc. Des grandes surfaces, voire même, étant donné que ces personnes, elles travaillent toute la semaine, donc elles n'ont pas le temps d'aller faire des courses chaque jour, donc elles vont faire leurs courses une fois par semaine ou bien une fois par mois et on va voir des grandes surfaces se créer. Donc, et la réussite de cette entreprise, elle va attirer d'autres investisseurs pour créer des activités soit similaires, soit des activités complémentaires. Donc là, on a créé une dynamique dans cette région, rien que par la création d'une seule entreprise. Donc ça va justement permettre de faire émerger un pouvoir d'attraction et un effet d'imitation qui ne peut que être bénéfique pour le développement régional et le développement national et le développement international.